Du coup, l'excellence opérationnelle, c'est la capacité de l'entreprise à être agile et performante sur ses marchés. Quand on met en place l'excellence opérationnelle dans une entreprise industrielle, en général, le sujet qu'on choisit de traiter, que ce soit de la qualité, des coûts, du délai, de la réactivité, dans tous les cas, les gains qu'on va avoir sont assez majeurs. Ce n'est pas les gains qu'on va faire en faisant la productivité finalement annuelle, ou les gains qu'on a l'habitude de faire, ça va être plutôt de l'ordre de 10%, 20%, 25%. C'est assez significatif sur un périmètre donné. Pour nous, c'est toujours l'intersection entre deux choses, c'est l'évolution du marché. C'est toujours une évolution de marché avec finalement des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'organisation qui vont se mettre en place. Si je suis un patron dans les nouveaux marchés, il va falloir que je réfléchisse à autrement, que je challenge mon modèle d'affaires pour finalement proposer autre chose à mes clients. Pourquoi? Parce que les barrières entre les clients et les fournisseurs sont plus floues qu'avant. Je vais peut-être me mettre à vendre des services au lieu de vendre des produits. J'ai des produits qui sont intelligents. Donc mes produits, quand ils sont chez les clients, ils me retournent des données qui vont me permettre d'avoir de l'information et donc de réfléchir autrement sur ce que je vends à mon client. On va passer vraiment de modes d'organisation verticaux à des modes d'organisation plus horizontaux dans les usines et d'une manière générale dans les entreprises. Et puis l'entreprise industrielle classique avec des flux d'informations qui partent des clients qui vont vers les fournisseurs et des flux physiques qui vont du fournisseur vers le client. Mais finalement, dans cette organisation-là, il y a assez peu de monde dans l'entreprise qui est en contact direct avec le client. Ce qui change dans la révolution qui arrive, c'est que le client devient central et finalement chacun dialogue avec le client. Chaque fonction dialogue avec le client, mais même à terme, chaque poste de travail sera en contact avec le client. Pourquoi? Parce que les machines sont connectées entre elles. Donc ma machine à moi, si je suis opérateur sur un centre d'usinage, elle reçoit peut-être des informations qui viennent directement de mon client et qui me donnent des infos pour moi en termes de charge capacité pour les jours à venir ou les mois à venir. Donc finalement, le client s'invite dans l'usine, mais aussi important, on a envie que notre usine s'invite chez le client par les produits qui sont intelligents. Donc si je vends des machines-outils par exemple, je vais avoir envie que mes outils de coupe, ils me retournent des infos par les capteurs que j'aurai installés sur mon outil de coupe pour savoir sur tout le parc que j'aurai vendu finalement quelle est la fiabilité de mon outil et puis pouvoir l'améliorer. Et je ne vais plus vendre à mon client des machines, je vais me mettre à vendre des outils. Je vais vendre un nombre de cycles que mon outil est capable de faire. C'est un peu ce qui s'est passé sur les ordinateurs. Si vous voulez, au départ, IBM était sur l'ordinateur, vendait des ordinateurs. Et petit à petit, IBM s'est mis à vendre des solutions parce que finalement, c'est plus l'ordinateur qui détient la valeur, c'est plutôt la solution qu'il y a dans l'ordinateur qui est importante. D'abord, on en parlait, le produit lui-même, il va être intelligent et du coup, c'est pas seulement chez le client que le produit est intelligent. Si vous imaginez une usine, un produit qui vit sa vie dans l'usine, quand il arrive sur un poste de travail, le produit va pouvoir communiquer avec le poste de travail, avec des puces RFID ou ce genre de choses, pour communiquer par exemple, s'il arrive sur un centre d'usinage, moi je suis tel produit, donc il faut que tu appliques tel programme. Donc le produit lui-même en fait va être capable de porter en lui-même une part de la planification qui était faite avant par des systèmes et donc forcément par des cerveaux. D'autre part, la communication horizontale va forcément amener un besoin de résolution de problèmes beaucoup plus important et donc un manager qui est moins dans le contrôle et dans la planification mais beaucoup plus dans le support qu'il va apporter à l'équipe. On parle souvent de relations homme-machine, c'est un des sujets qui est vraiment dans l'actualité. Donc, ce qui change en termes de technique et de technologie sur le poste de travail, c'est quoi? Je parlais de la taille de série 1. Donc, on va avoir des rotations très rapides des produits sur les postes. Donc, finalement, les tâches vont être beaucoup moins répétitives qu'avant. Ça, c'est une des premières conséquences de la révolution. La communication horizontale, elle va avoir comme conséquence quoi? C'est que chacun va être amené à devoir résoudre des problèmes et finalement, le management sera moins dans le contrôle, mais plutôt dans aider les problèmes à être résolus. Dans la plupart des entreprises dans lesquelles on rentre, on se rend bien compte que les gens qui sont montés à des postes de décision jusqu'à la direction ont une très grosse capacité à prendre des décisions et une très grosse capacité à être hiérarchique et à mener un bateau, mais parfois de manière très directive. Ce qui sera la clé de demain sera beaucoup moins le mode hiérarchique, mais la capacité à se mettre au service des équipes par le coaching. C'est-à-dire en gros de passer du mode d'arbitre au mode entraîneur d'équipe, comme au rugby, comme au foot. Ça va être de ne plus chercher à satisfaire le client et à être dans le contrôle par rapport à cet objectif-là, mais ça va être de développer le talent de l'équipe en étant au service de l'individu. Ce qui va être clé, c'est d'être capable d'être vis-à-vis des personnes de son équipe et notamment des opérateurs qui font la valeur ajoutée, d'être dans une relation de confiance. Vous ne pourrez pas développer les talents, vous ne pourrez pas coacher si vous n'avez pas ce prérequis qui est là. Donc en fait, il y a trois facteurs clés. C'est un, d'être crédible. Crédible, ça veut dire, ça peut être crédible techniquement, ça peut être crédible parce que vous avez réussi des projets et qui sont reconnus par vos pairs. Cette crédibilité-là va aider dans la confiance. Deuxième chose, c'est d'être fiable. Vous dites que vous allez envoyer un email, vous envoyez l'email. Vous avez une question de quelqu'un de l'équipe, vous revenez avec la réponse. Elle n'est pas forcément positive, ça peut être un non sur un besoin, mais il faut revenir pour l'expliquer. Ça, c'est du respect et c'est comme ça qu'on est perçu comme fiable.
Et la troisième chose, c'est la proximité avec les personnes. C'est la capacité à comprendre leur vécu de tous les jours et donc de développer une empathie. C'est qu'il y a des facteurs clés de réussite quand on veut traiter un problème. Ça va être d'une part d'en prendre qu'un seul, deux, d'avoir les bons participants autour de la table, et trois, de ne plus avoir de hiérarchie. Quand vous essayez de réfléchir, je ne sais pas si vous avez déjà testé dans vos entreprises, de mettre le patron avec deux opérateurs, un logisticien et un gars de maintenance sur un problème, une fois sur deux, nous dans nos entreprises, il n'y a plus personne qui parle, quoi. Il faut faire sortir le patron pour démarrer. Et donc ça, déjà de l'expliquer, c'est sain. Et d'expliquer que quand on a 5 cerveaux, c'est 5 cerveaux, c'est pas le patron et puis après les autres. C'est vraiment 5 cerveaux qui vont chacun apporter leur angle de vue, leur expérience. Le patron a le porte-monnaie souvent, il a aussi la vision stratégique, il apporte tout ça. L'opérateur, lui, a le produit dans les mains. Donc c'est lui qui va connaître le produit, qui va connaître l'aléa. Et donc c'est d'essayer de décrire cette interaction comme non hiérarchique pour qu'elle fonctionne. Si vous voulez vraiment sentir la qualité de votre dialogue, ne regardez pas les grosses améliorations techniques. Allez juste voir les irritants de vos gars, de vos équipes, des femmes, des hommes qui sont à chaque poste, de big data, de digital. Il ne faut pas oublier que du point de vue humain également, on a une énorme évolution. On se rend bien compte que les nouveaux modèles de carrière vont beaucoup plus être sur le sens que sur la rémunération ou l'emploi stable. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui qui rentrent dans les entreprises ont vraiment envie que l'entreprise soit en accord avec leurs convictions. Il y a une formule qu'on a beaucoup aimée qui a été écrite par un consultant américain qui dit que les entreprises embaucheront des cœurs demain. C'est-à-dire on a démarré par embaucher des bras sur les premières révolutions industrielles. Ensuite, on a embauché des cerveaux. Et demain, si vous voulez attirer les talents, les conserver et développer vos équipes, il faudra parler au cœur davantage qu'au cerveau ou au bras. Et c'est cette capacité à donner du sens et à créer autour de la vision que vous aurez de l'entreprise des valeurs dans lesquelles ils se reconnaîtront qui feront que vos employés resteront.